Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, première FAQ de l'année après la victoire du Barça contre Barbastro hier 4-0 en Coupe d'Espagne. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc avant de démarrer cette petite vidéo, je tiens à remercier tous ceux, toutes celles et ceux qui ont participé à cette FAQ. On va essayer de prendre un maximum de questions, vous le savez très bien. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais faire de mon mieux. Voilà, je ne vous promets rien, mais voilà. Après avoir fait un débrief assez court, hier, peut-être le débrief le plus court de ma vie, 5 minutes de débrief, mais comprenez que bah voilà, après une victoire contre une équipe de Barbastro qui n'a pas vraiment joué et un Barça largement supérieur, il n'y a pas grand chose à dire en soi. Il n'y a pas grand chose à dire, on va pas revenir sur... mais il y a quelques petits trucs intéressants, on va parler... évidemment, il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Le cas Pablo Torre, le cas Fermín López, donc on va parler un petit peu, ça va tourner un peu autour de ces joueurs-là. Et puis voilà, on y va, c'est parti. On commence avec... Amine qui dit on peut dire que c'est une victoire sans goût. Tu vas un peu fort. Tu vas un peu fort. C'est une victoire logique, méritée et sans plus. Pas la peine de parler 50 ans de ce match-là. On l'a gagné, c'était logique. Voilà, on a mis 4 buts, c'est bien, ça va faire plaisir aux joueurs. C'est pour ça que mon débrief était assez court hier, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. On est satisfait, mais voilà, la victoire était évidente. Et si on gagnait pas ce match, là par contre, ça aurait été compliqué, ça aurait été peut-être même un scandale. Mais bon, voilà, victoire... sans plus, et on passe à autre chose. Ensuite, on a une question de Sharing Crossboy qui dit Fermín, il s'améliore ou non? C'est la question qui revient, donc comme je l'ai dit, ça parle beaucoup de Fermín. Donc ouais, le Fermín, c'est vrai que on attendait beaucoup plus de lui, on attendait vraiment, il y avait une certaine attente autour du joueur, parce que déjà la saison dernière, il nous avait montré de belles choses, un joueur qui joue de manière très directe, un joueur qui est souvent attiré par le but, souvent qui va tenter sa chance, qui a marqué quand même pas mal de buts et tout ça, que ce soit de la tête, pied droit, pied gauche, il avait montré de belles choses. Donc on pouvait s'attendre à une deuxième saison peut-être un peu mieux de la part de Fermín, tu vois, on attendait, on avait monté un petit peu d'un cran les attentes. Il n'y avait aucune attente autour du joueur la saison dernière, c'est peut-être pour ça aussi que le joueur se sentait un peu plus libre, je sais pas, tu vois, avait moins de pression sur lui en tout cas, et chez les supporters, bah, vu qu'on n'attendait rien du joueur, bah, on a été agréablement surpris, on était très contents. Maintenant on démarre la saison avec beaucoup plus d'attentes, le joueur il sait qu'il y a plus d'attentes autour de lui, qu'il y a une petite pression, tout ça, surtout qu'il a gagné les JO avec l'Espagne, donc voilà, il avait fait un bon été, il avait été appelé pour l'Euro, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais tu vois, il a pris quand même une nouvelle dimension. Il est passé d'un joueur qui est prêté à Linares en division 2, division 2 je crois, je sais plus, bref, à d'un coup un joueur du Barça important, appelé à l'Euro, JO, tout ça. Donc forcément, bah, le mec il change un peu de dimension, il y a peut-être plus d'attente autour de lui, plus de pression sur le joueur, donc peut-être que lui, bah, il se pose plus de questions et qu'il n'arrive pas à faire face, on va dire, à cette pression-là, qui sait. Il y a des mecs comme Lamine Yamal, la pression, j'ai pas envie de dire il la boit parce qu'ils ont pas l'âge, mais on a vu avant la finale ou avant la demi-finale, je sais plus, demi ou finale de l'Euro, Lamine Yamal était dans le bus en train de dormir. Paisible, le mec qui tapait sa meilleure sieste. Alors que le gars, normalement, à cet âge-là, t'es censé avoir une pression monstre, tu vois. Tu te dis, waouh, je vais jouer quand même un match ultra important avec mon pays, c'est tendu, tu vois. Et là, tu fais une micro-sieste, il est là en totale détente dans le bus. Et voilà, donc il y en a qui réagissent différemment. Mais voilà, c'est sûr que bon, Fermín, on peut être déçu. Moi, personnellement, j'en attendais beaucoup plus de sa part. Donc, je suis un petit peu déçu. Maintenant, je pense qu'il est capable de faire mieux. Voilà, clairement, il a le potentiel pour faire un petit peu mieux. On avait beaucoup d'attentes aussi, enfin, pour ma part, en tout cas, pour cette saison, parce que Fermín, je trouve que c'est un joueur qui peut coller pas mal avec le style de Flick, qui est un petit peu plus direct que celui de Xavi. Donc je me suis dit, voilà, j'avais cette petite attente-là de dire, bah, Fermín, il va coller parfaitement. Et s'il était bon sous Xavi, qu'est-ce que ça va être sous Flick, tu vois. Donc il y a cette petite déception aussi par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu imprécis, il rate pas mal de tirs, pas mal de contrôle, mais il y avait déjà beaucoup de déchets chez Fermín la saison dernière. Là, c'est un peu plus criant, parce qu'on a des joueurs, pas mal de joueurs d'ailleurs, qui ont augmenté leur niveau. Lewandowski qui marque beaucoup de buts, Rafinha aussi qui fait une très grosse saison, Pedri qui est monumental, on a Casado au milieu qui fait vraiment une très bonne saison aussi, Dani Olmo qui est arrivé, et Dani Olmo on connaît tous le joueur. Bon, il y a un autre problème avec le joueur actuellement, mais on en parlera probablement après. Donc forcément, Fermín à côté, ben, il paraît un petit peu moins brillant.
que ces joueurs-là. Que la saison dernière, Rafinha, même s'il était bon, il avait un peu plus de mal, il était moins bon que cette saison. Lewandowski, il était plus que l'ombre de lui-même. Là, bon, il a marqué 2 buts contre Barbastro, mais ça me fait pas oublier les 2 derniers mois qu'il a fait quand même. Donc il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être ce contraste qui est un peu différent par rapport à son niveau actuel à Fermin et le niveau des autres joueurs aussi et de l'équipe en général. Mais on est tous d'accord pour dire que Fermin doit largement mieux faire, ça c'est clair. Ensuite on a Ibrahim ou Ibrahima qui dit bonsoir café, bonsoir, bonjour du coup. On savait à la base qu'on allait gagner, mais le niveau de Touré, faut-il lui donner plus de minutes? Ouais, moi je l'ai dit déjà de toute façon, quand il y a l'occasion de donner quelques petites minutes à Pablo Touré, ça serait pas mal de lui donner. À chaque fois qu'il a pu jouer, chaque fois qu'il a joué quelques minutes cette saison, il a été plutôt bon. Maintenant le problème qu'il y a, c'est qu'il a pas beaucoup joué, donc forcément on n'en a pas énormément vu. Maintenant, est-ce que il doit être titulaire? Forcément que non, je ne pense pas. Mais déjà, ce qu'il a montré, c'est bien. Donc, pourquoi pas, en cours de match, quand on a besoin d'un joueur comme ça, qui peut apporter de l'agressivité, même dans le pressing, on le voit un petit peu plus agressif qu'avant. Avant, il était un petit peu plus tendre. Voilà, il débarquait de Division 3, je crois, où dans son club, il est arrivé au Barça. Bon, il était un petit peu plus tendre dans son jeu. Voilà, maintenant, on le sent un peu plus. On le voit au contre-pressing, au pressing tout court. On le sent un peu plus agressif. Moi c'est mon ressenti en tout cas. Déjà, tu vois qu'il a un petit peu mûri, voilà, qu'il se donne un petit peu plus sur le terrain. Il a cette qualité technique, il a cette qualité de passe, cette qualité aussi sur les coups de pied arrêtés, centre, corner, tout ça. Même les tirs, il avait mis pas mal de coups francs dans son ancien club à l'époque. Donc vraiment, c'est un joueur qui a de la qualité. Je ne sais pas s'il est plus talentueux que Fermin Lopez, parce qu'actuellement, c'est un peu le débat. Est-ce que Fermin doit passer derrière Pablo Torre? Est-ce que Pablo Torre doit passer devant Fermin Lopez dans la hiérarchie? Si on peut dire qu'il y a une sorte de hiérarchie. Actuellement, oui, il y a une hiérarchie et Fermin est devant. Et c'est vrai que Pablo Torre, on peut se poser la question parce que, ouais, sur ses dernières rentrées, il a montré qu'il avait ce qu'il fallait et qu'on pouvait lui donner sa chance sur les prochains matchs de faire des bons matchs. Quand on doit faire souffler Pedri, quand on doit faire souffler Dani Olmo, enfin bon là, en l'occurrence, voilà, mais bon bref. Quand on a besoin d'un milieu offensif un petit peu créateur, un mec assez technique, tout ça, on peut faire rentrer Pablo Torre. Et actuellement, je préfère ce que montre Pablo Torre que ce que montre Fermin Lopez. Ça ne veut pas dire que dans la saison, Fermin ne va pas redevenir le joueur qu'il était par exemple la saison dernière et vraiment apporter plus que Pablo Torre, mais à l'instant T, je donnerais plus la chance à Pablo Torre. Il mérite un peu plus par rapport à ce qu'il a montré cette saison-là, en tout cas. Ensuite, on a Ryu le sang qui dit est-ce que le rendement faible de Fermin pourrait s'expliquer par son positionnement? C'est possible aussi, oui. C'est vrai qu'il change déjà beaucoup de positions quand on regarde. C'est vrai que quand on doit analyser un joueur et ses performances, eh bien, il faut regarder un petit peu tout le contexte. Avec qui il évolue autour de lui, avec quel coach et quelle tactique aussi par rapport à avant. Parce que quand on compare le Fermin de cette saison et le Fermin de la saison dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le niveau des joueurs à côté de lui, bon, qui sont à un meilleur niveau. Donc lui, normalement, il doit. Mais le contraste se fait un petit peu plus entre le niveau de la saison dernière qui était un petit peu plus faible général et lui qui était plus élevé, et lui cette saison qui est un peu plus faible et le niveau général qui est plus élevé, tu vois. Donc déjà il y a cette différence là, mais il y a la tactique aussi. Moi je pensais que ça serait mieux pour lui, ce style de coaching, que Flick, ça serait plus adapté à sa manière de jouer. À l'instant T, c'est pas forcément le cas, mais peut-être que dans la saison, comme j'ai dit, ça sera mieux. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir dans quelle position il joue. Hier, il a joué dans une position, c'est pas trop, à moitié à droite, à moitié dans l'axe. Franchement, j'ai pas trop compris le positionnement des joueurs là, hier contre Barbastro. C'est pas trop, Pablo Torre était à droite, ça bougeait beaucoup en fait, il y avait beaucoup de mouvements et les joueurs j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment une position pour les joueurs offensifs très claire. Mis à part Lewandowski qui se retrouve à peu près dans l'axe, Pedri, De Jong qui était au milieu, voilà, bon ça c'était logique, mais ça bougeait pas mal et j'ai pas trop suivi le truc, bon voilà. Mais des fois Fermin joue à droite, des fois il joue dans l'axe, des fois il joue ailier gauche, donc forcément ça joue aussi pour un jeune joueur comme ça qui n'a pas déjà énormément de repères dans cette équipe. Ce n'est pas un joueur qui est titulaire, c'est pas un joueur qui a beaucoup joué avec cette nouvelle tactique, en tout cas ce nouveau coach, tout ça, il a moins joué que évidemment la saison dernière, parce que depuis le début de la saison il joue pas beaucoup Fermin, souvent il change de poste, donc il y a peut-être ce manque de repères qui pourrait expliquer ça. Là je vous le dis, je trouve un petit peu des raisons, certains vont appeler ça des excuses, moi je préfère appeler ça des raisons, parce qu'il faut réfléchir à la situation, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais je suis pas en train de lui chercher des excuses pour dire non mais vous inquiétez pas, c'est un bon joueur machin, mais on essaie de trouver un petit peu des raisons ensemble, des petites réflexions de pourquoi ça ne fonctionne pas, tu vois. J'espère que évidemment le staff se pose aussi des questions, voilà, j'espère que surtout ils trouveront des solutions. Ensuite il y a Joseph qui dit le niveau de Fermin est inquiétant, peut-être le manque de prépa. C'est vrai qu'il a pas fait la
prépa avec les types parce qu'il était au JO, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, Fermín, le déchet, c'est pas un problème de prépa. Il a toujours eu du déchet, beaucoup de déchets, Fermín. Il y a peut-être un problème de confiance aussi, de petits doutes. S'il enchaîne les mauvaises perfs, ça peut s'expliquer. Maintenant, je me rappelle, et il faut se souvenir de ça aussi, il avait fait un gros match contre le Bayern. Contre le Bayern, il avait joué, il me semble. Ouais, c'est contre le Bayern où Dani Olmo n'avait pas été titulaire et c'était Fermín qui avait joué. Et franchement, il avait sorti un très bon match, Fermín. Et c'était à son poste, on va dire. À un poste de milieu offensif à la place de Dani Olmo. Il n'était pas ailier gauche, il n'était pas ailier droit. Il était vraiment dans l'axe. Et là, il avait fait un bon match, franchement. Il avait été décisif, il avait fait une passe D. Il avait été décisif peut-être sur 1 ou même 2 buts, je crois. Je sais plus exactement, mais j'ai le souvenir qu'il avait sorti un bon match. Donc, faut qu'il prenne un petit peu plus la confiance, qu'il soit mis dans les bonnes conditions, peut-être à son poste et le maintenir à ce poste-là. Là, en ce moment, il y a du bricolage parce que Lamine Yamal n'est pas là, parce que Rafinha a été mis au repos. Donc, on bricole un peu, mais en soi, espérons qu'il soit mis dans les bonnes conditions pour qu'il prenne un peu la confiance et qu'on retrouve un Fermín, un grande des Fermín, quoi. Ensuite, il y a Rima qui dit Café Militon pour Pablito. Ouais, Pablo Torre. Pablo Gavi a fait une bonne rentrée aussi. Torre, ouais, faut militer, mais bon, je l'ai déjà fait. Je pense que je l'ai dit, hein, il mérite plus de temps de jeu. J'espère qu'il aura sa chance un petit peu plus dans des bouts de match. Je demande pas qu'il soit titulaire ou quoi, parce que en soi, pour moi, il passe pas devant les autres joueurs du milieu de terrain, mais il a tout à fait sa place dans la rotation. Franchement, largement. Je trouve qu'il fait vraiment des bonnes rentrées. Ensuite, on a Sané qui dit comment t'as trouvé les débuts de Szczesny et Araujo. Bon alors, Szczesny, ses débuts, elles étaient fantomatiques. Concrètement, il n'a pas eu vraiment beaucoup de travail. Je l'avais dit hier dans l'avant-match, dans le live. On m'a dit, ouais, j'espère que Szczesny il va montrer qu'il va pouvoir peut-être prendre la place de Peña. Et là, c'était pas le bon match pour voir les qualités de Szczesny et savoir s'il pouvait être titulaire dans la cage. Szczesny, il a rien eu à faire hier. Il a eu peut-être 1 ou 2 tirs comme ça, quelques relances. Je trouvais qu'il a fait des longues relances à la main. Ça a l'air d'être sa spécialité, moi qui ne connais pas vraiment ce gardien. Je peux rien vous dire d'autre, hein. Franchement, il aurait pu allumer son cigare dans les cages qu'on l'aurait même pas vu. Et concernant Ronald, écoutez, Ronald, moi j'ai loupé les 20 premières minutes. J'ai vu que dans les 20 premières minutes, il a voulu faire une balle pitchée, il l'a envoyé en sortie de but de l'autre côté. Faut qu'il travaille ses passes, mais bon, disons qu'on va être gentil un petit peu et je pense que ça va revenir, faut qu'il reprenne le rythme. Mais bon, déjà, il a fait une passe D. Passe D, il a montré qu'il pouvait apporter sur les coups de pied arrêtés de par sa puissance et son jeu de tête. Bon, ça, c'est pas une surprise, on le savait déjà. Donc rien de nouveau sous le soleil. On attend qu'il reprenne le rythme et voir s'il va pouvoir vraiment apporter à cette équipe, vraiment passer devant Cubarsí et Inigo Martinez qui, pour moi, à l'heure actuelle, sont indéboulonnables du 11. Ensuite, on a Anas qui dit pas de recrutement cet hiver, surtout avec la règle du 1 pour 1, histoire de faire souffler les attaquants. Ben non, les gars, hein, c'est pas. Hein. Après, vous allez me dire, oui, c'est très différent. On va pas mélanger tout. On est de retour au 1 pour 1, ça, c'est bon. Mais le cas Dani Olmo et Pau Vitor est bien différent. Là, c'est un problème de juridique. C'est-à-dire qu'en fait, la Liga a désinscrit les 2 joueurs et on peut pas faire 2 contrats pour un même joueur dans la même saison. Donc en fait, on n'a pas le droit, concrètement, selon la loi. Est-ce qu'on va avoir raison, on va dire, devant les tribunaux? Est-ce que la Liga ou la fédération, je sais pas, va pouvoir refaire un contrat ou annuler l'annulation de contrat? Tu vois, un truc dans le genre, j'ai pas les termes exacts et je ne m'y connais pas assez vraiment pour vous dire ça, mais en gros, je sais pas si la Liga a eu raison d'annuler les contrats, en fait. C'est ça le truc. Donc est-ce qu'on va avoir raison et est-ce qu'on va pouvoir enregistrer Olmo et Pau Vitor? Franchement, j'en sais rien, ça sent pas bon cette histoire, vraiment. C'est un cirque concrètement, hein, mais ça c'est pas nouveau. Mais pour le coup, on est quand même de retour au 1 pour 1 et ça c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on va pouvoir recruter? Franchement, vu le bordel, le cirque actuellement, je dirais que non. Je dirais qu'on pourra pas recruter. Voilà. Ensuite, Ousmane qui dit, est-ce qu'on est en train de retrouver le Gavi Prime? C'est vrai qu'il est rentré avec cette hargne, vous avez tous l'action en tête où il se jette là. Il tacle, il a le ballon au sol, il récupère et on dirait un bulldog qui se bat pour avoir la balle. Donc ça nous fait penser à notre Gavi qui a cette hargne et cette agressivité, tout ça. C'est vrai. Mais bon, après Gavi Prime, voilà, il faut qu'il reprenne le rythme. Gavi, j'ai confiance. On sait tous qu'il a du talent. Enfin, je l'ai déjà dit aussi, il a toujours été sous-estimé, décrit comme un simple catcheur, gars qui tacle. Mais Gavi, c'est beaucoup plus que ça. Et il faut qu'il reprenne le rythme. Voilà, il a 1 an sans jouer, les amis, c'est énorme.
c'est énorme pour un joueur comme ça, un footballeur de haut niveau, c'est énorme. Des fois, on se dit, il y a un mec qui n'a pas joué pendant 2 mois, il manque de rythme. Vous imaginez, il n'a pas joué pendant 1 an. Donc là, bon, ça fait quelques mois qu'il a repris, mais voilà, faut petit à petit, tranquillement, on reprend, on monte un petit peu en intensité, on augmente le rythme et après j'ai confiance. Ensuite on a RST qui dit suite à l'entrée, la mauvaise rentrée de Ansu Fati, ensuite le joueur va finir son aventure avec le Barça est finie en gros. Je pense que je pense que c'est la dernière saison d'Ansu Fati, sa dernière chance on va dire, et à l'heure actuelle il montre pas assez. Là ce qu'il montre actuellement pour moi c'est tout droit vers la sortie, c'est la fin logique de cette histoire. Voilà. J'ai donné mon avis par rapport à Ansu Fati, j'ai dit que j'y croyais plus trop. Maintenant on verra, c'est à lui de prouver, c'est à lui de montrer que qu'il peut encore le faire, machin. Mais moi comme je l'ai dit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça me fait mal au cœur personnellement, mais moi j'y crois plus, Ansu Fati. Mais s'il continue comme ça, c'est direct, il se dirige vers la sortie tranquillement, oui. Ensuite on a une question de Aymar qui dit, penses-tu qu'il y a de l'espoir pour une excellente deuxième partie de saison? Eh bien, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, les amis. Tout n'est pas fini. On a fait une fin de première partie de saison qui était très mauvaise, avec un enchaînement de beaucoup de mauvais résultats, ce qui nous a fait bien descendre au classement, qui nous a donné beaucoup de retard en Liga. Ligue des Champions, ça n'a pas trop impacté les résultats. Mais c'est vrai qu'en Liga, on a lâché l'affaire un petit peu, mais rien n'est fini. On est à la moitié de la saison, les amis. Donc rien n'est perdu définitivement. Ça va être dur parce qu'on a déjà 5 points de retard, je crois, sur le Real. Mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise période du Real aussi, de nous qui avons une bonne période et du coup on les rattrape et ainsi de suite. Mais c'est sûr que les prochains matchs là vont être assez importants parce que déjà il va falloir réattaquer en Liga correctement et essayer de gratter des points pour revenir un petit peu au classement, coller, pas trop s'éloigner évidemment, et surtout la Supercoupe là qui va arriver. Demi-finale contre Bilbao qui sont revenus aussi, qui sont en très très bonne forme, qui sont revenus à 2 points de nous en Liga je crois. Bilbao qui va être un sacré client. On sait qu'on a toujours un peu de mal contre Bilbao, c'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, donc on va voir. On les avait battus en début de saison à domicile, ça avait été limite 2-1 au résultat, mais je crois que dans le match, on avait été quand même bien supérieur. Mais voilà, Bilbao c'est une équipe difficile, mais si on arrive à battre Bilbao, eh bien on va potentiellement en finale, et en finale, imaginez un classico en finale, et si on arrive à battre cette équipe-là du Real en finale de Supercoupe, ça peut rebooster les joueurs, ça peut nous remettre dans une dynamique positive, tu vois. Il y a de ça aussi. Donc là, la prochaine semaine, elle va être assez importante en termes de résultats, surtout de contenu. Parce que en vrai, quand on regarde le contenu du match contre l'Atlético, le dernier match de l'année 2024, eh bien, franchement, ça avait été un bon match dans le contenu. On méritait de gagner tout ça. Et le problème, ce qui est le plus frustrant, c'est que tu finis par perdre quand même. Donc il y a ce truc-là, mais il faut continuer à bosser. Et moi, j'y crois. J'y crois en une bonne deuxième partie de saison. Il n'y a pas de raison. Ensuite, il y a Chakam qui dit, selon toi, Laporta devrait sauter. Franchement, j'en sais rien. Je n'en sais rien là comme ça, je suis pas sûr que ça soit la bonne chose à faire. Est-ce que Laporta doit sauter maintenant là en plein milieu de saison? Franchement je dirais que non. On est déjà assez dans la merde comme ça. Si en plus on doit virer le président, mettre un intérimaire et faire un nouveau vote et machin, un nouveau président qui arrive là en plein milieu de cette saison avec... déjà on est dans une passe difficile en termes de résultats, l'équipe. Si en plus de ça on change de président, tout ça, et on fait un bordel avec ça, ça ne va pas aider je pense. Je pense que ça n'aidera pas à avoir un petit peu de calme et un peu de stabilité. Pour bosser, c'est pas optimal. Maintenant, à voir à la fin de la saison s'il faut faire quelque chose. Là, il y a une motion de censure qui va arriver, qui est déjà là, je crois. Il y a beaucoup de gens qui demandent la démission de Laporta, et que s'ils démissionnent pas, ils vont lancer la motion de censure. Dans cette motion de censure, il y a beaucoup de monde. Les médias disent les opposants de Laporta. Moi, je trouve ça un peu... je trouve que le terme, il est pas forcément adapté. Parce que oui, pour moi, les opposants, c'est les opposants, ceux qui se présentent pour être président face à Laporta. Mais il y a d'autres gens qui sont dans cette motion de censure. Il y a un groupe de supporters. En gros, il y a un groupe, une association de supporters qui s'appelle Sedimen FCB, qui sont, c'est un groupe, une association qui représente les groupes de supporters, les Peñas. Donc en gros, tous ceux qui sont dans la Grada. La Grada, vous savez, elle est la Grada Animacio. Dans le stade, c'est ceux qui mettent l'ambiance, j'en ai déjà parlé. Et dans cette Grada, il y a plusieurs Peñas.
j'ai plus les noms là, donc je vais pas vous sortir, ça sert à rien de toute façon. Il y a plusieurs peñas qui viennent, qui ont des représentants, tout ça, et qui mettent l'ambiance. Donc, Célimène FCB, c'est une association qui représente tous les groupes de peña de la Grada. Et peut-être d'autres groupes aussi. Bref, bah, eux, ils sont associés à la motion de censure et ils ont appuyé la motion de censure. Donc il n'y a pas que les mecs qui se présentent face à la Porta qui sont dans cette motion de censure, il y a aussi des groupes de supporters qui n'en peuvent plus, tout simplement. Ce qui s'est passé avec Xavi, déjà, ça n'a pas du tout plu aux supporters, aux mecs de la Grada, tout ça, les socios, ça n'a pas plu. Ça a peut-être plu à certains de la communauté française, ça, ou en tout cas ça les a pas dérangés, mais la manière dont ça s'est passé, c'est pas passé. C'est pas passé auprès des supporters, auprès des socios. Ici, en Catalogne, la manière dont ça s'est passé, bah, les gens ont toujours en travers de la gorge. C'est pour ça qu'ils ont commencé à critiquer un peu la Porta, et c'est pour ça, plus ou moins, que maintenant il y a des problèmes aussi avec, entre la Porta et la Grada Animació. Et c'est pour ça, au final aussi, qu'il n'y a pas trop de discussion et que la Grada n'est pas. Alors, si la Grada n'est pas dans le stade, c'est parce qu'ils refusent de payer une amende et que, voilà, il y a un délire de trucs comme ça. Par rapport à des fumigènes, des trucs comme ça, une amende qu'ils avaient pris. Mais le non-dialogue entre la Porta, enfin la direction et la Grada, eh ben ça y joue aussi. Le fait que la Grada, quand ils étaient dans les tribunes, ils fassent des chants anti-la Porta, ben, je pense que la direction, elle se venge un petit peu en fermant ce dialogue-là. Bref, c'est toute une histoire à dormir debout, mais tout ça pour dire que évidemment la Porta, il reçoit beaucoup de critiques. Je dirais pas qu'il a beaucoup d'ennemis, il a des ennemis, mais je pense pas qu'il faut considérer tous les gens qui ont appuyé cette motion de censure-là, ce ne sont pas forcément que des ennemis de la Porta. Pas forcément, c'est des gens aussi qui veulent aussi un petit peu le bien du club, tu vois, qui considèrent que ce club est mal géré. Tout simplement. Évidemment, il y en a qui vont faire passer ça pour uniquement des ennemis de la Porta. C'est pas forcément le cas. Maintenant, pour le bien du club, parce que personnellement, moi, je n'ai pas d'avantage à ce que la Porta soit virée ou à ce que la Porta reste. Je ne connais pas la Porta, voilà, juste je suis un supporter comme un autre. Et moi, je dis que pour le bien du club, il faut un peu de calme et de sérénité en ce moment. Donc, c'est pas le moment de virer la Porta et d'aller chercher un autre en plein milieu de saison. Au moment où l'équipe, elle a du mal, non. On verra ça en fin de saison. Ce qui est fait de toute façon. Et oui, là actuellement la Porta avec le cas Olmo et tout ça, il a fait n'importe quoi. Ça c'est la vérité. Maintenant on verra en fin de saison. Si il s'avère qu'on peut pas enregistrer Olmo qui part libre, que Pau Victor on peut pas l'enregistrer non plus tout ça, à la fin de la saison, c'est sûr qu'il faudra rendre des comptes. Ça c'est évident. Ensuite on a CAD qui dit grâce au bon match de Garcia et Toré, ne faudrait-il pas les vendre directement cet hiver? Toré, je sais pas s'il a beaucoup de demandes, mais Garcia c'est sûr qu'il y a Giron qui lui tourne autour depuis cet été. Ils veulent le ramener, le rapatrier. Il y a une offre je crois même de 10 millions tout ça. Maintenant avec l'absence de Dani Olmo, si Dani Olmo ne peut pas être enregistré tout ça, je pense que Flick il voudra pas qu'il y ait des milieux de terrain qui partent. Donc pas forcément. Maintenant Garcia c'est celui qui a le plus de chances de partir, je pense. Garcia il a envie de jouer, il a démontré qu'il avait un certain niveau, qu'il pouvait jouer. Pas forcément au Barça, mais en tout cas, à Girone, Garcia il pourrait être titulaire sans problème. Et ça lui ferait plaisir, il serait en Catalogne, chez lui, la belle vie. Girone c'est sympa, c'est mignon. Voilà, il n'y a pas de... Lui, il voit aucun inconvénient, je pense. Un joueur de football, généralement, il a envie de jouer des minutes. Et si c'est pas au Barça, ça sera ailleurs. Maintenant, voilà, nous, faut qu'on gagne aussi, il faut qu'on soit gagnant. Si on dégage un joueur à 10 millions, mais que ces 10 millions là, ils nous servent à rien en soi, ça n'apporte rien, bah à quoi bon avoir un joueur en moins si ça nous apporte rien, tu vois, si on peut pas aller chercher un autre joueur à la place, tu vois. Donc pour l'instant, Garcia il peut être utile, la preuve là dans un match comme ça, il a remplacé Casado tranquillement, il a pu faire souffler Casado et puis dans d'autres matchs il pourra le faire souffler aussi. Il peut dépanner en défense, peut dépanner au milieu, voilà, et puis après à la fin de la saison, bah oui, là tu peux le vendre. Quand tu auras le retour de Bernal, Casado, voilà, peut-être tu auras un autre milieu de terrain, j'en sais rien, mais là ça sera suffisant avec un Gavi très en forme, donc tu auras un peu plus de matière. Ensuite il y a Ilias qui dit salut café, salut Ilias, j'espère que ça va bien, j'ai trouvé le fait que tu arrêtes le live comme ça inquiétant, faut que tu saches qu'on est tous avec toi mon frère, que du love. Merci frérot, ça fait plaisir. Non, c'est hier j'étais pas d'humeur, vraiment pas d'humeur. Je vous avoue, voilà, j'ai démarré le live, je me suis pris la tête avant, des choses qui avaient rien à voir avec... qui sont pas très graves en soi. Vous savez, je gère un club de e-sport. Et dans ce club de e-sport, il y a beaucoup il peut y avoir des histoires des fois, des trucs à gérer. Donc quand on est président, vous savez, je suis président de... je vais pouvoir être président du Barça bientôt. Donc forcément, voilà, imaginez-moi qui, avec 2-3 histoires à la con, eh ben, ça me prend la tête.
pour un club de FIFA. Imaginez l'état de la Porta avec tous les problèmes qu'il y a actuellement. Franchement, c'est le meilleur moyen de se rendre compte à quel point c'est dur aussi d'être, même pour la Porta. Moi, je critique la Porta sur certains choix, je trouve qu'il fait des mauvais choix, mais j'ai de la peine pour lui. Je comprends ce qu'il traverse, enfin je comprends. Non pas que mes problèmes soient comparables, pas du tout. Mais justement, pour un petit truc bidon, moi ça me prend la tête de fou. Et lui, imaginez toutes les histoires et toute la pression qu'il subit au jour le jour. Je me mets à sa place, moi ça serait invivable. Invivable. Donc voilà. Grosse force quand même à notre président Laporta parce que il faut quand même de la force pour être président du Barça. Les amis, c'est pas facile. donc voilà, non, c'est juste que j'étais pas trop d'humeur et en plus, je crois que mon ordi bug un peu en ce moment. Je sais pas s'il faut que je fasse là, il faut que je vérifie. Mais même là, actuellement, je suis en train d'enregistrer et je vois qu'il y a des coups de lag de fou. Et je crois que dans mon live d'hier, il y avait des coups de lag. Des fois, ça me faisait saccader l'image, ça me faisait bugger. Et je crois pas que ça vienne de ma connexion, je crois que ça vient de mon ordi. Donc bref, mélange de ça. En plus, je vous avoue que le live était assez calme, il n'y avait pas trop de questions, j'étais pas du tout d'humeur et voilà, quand je suis pas d'humeur, j'ai du mal à me forcer. Moi j'essaie de, vous savez, je suis assez honnête avec vous, avec tout le monde. Je suis quelqu'un d'assez honnête et assez franc, je dis ce que je pense et je suis assez transparent. donc voilà, j'étais pas forcément d'humeur et c'est difficile quand t'es pas d'humeur comme ça de se cacher, de faire semblant. Moi j'ai beaucoup de mal à faire semblant sur quoi que ce soit. Quand je suis pas content, ça se voit généralement. Et quand je suis content, ça se voit aussi. Mais merci pour la force en tout cas, hein. Ça fait plaisir frérot. Rien de grave, t'inquiète pas. On finit cette première FAQ de l'année avec la frite. Et oui, la cerise sur le gâteau ou la frite dans le cornet. Il dit, est-ce qu'on ne tiendrait pas enfin le match référence de Frenkie? Je suis Frenkie sexuel. Ah là là, j'ai lu cette question tout à l'heure, j'ai explosé de rire. Tu me fatigues la frite. T'es épuisant. La frite, il arrête jamais, ma petite fritelle. Ma petite fritelle croustillante. Je vous invite à aller vous abonner évidemment à la frite catalane, hein, les amis. C'est le frérot, c'est la famille. Il fait d'excellentes vidéos, toujours dans l'humour. Moi, c'est un humour que j'apprécie, c'est un humour belge, donc c'est assez spécial. Pas tout le monde ne le comprend, mais quand on le comprend, on se régale. On se régale. Grosse force pour la fritelle. Est-ce qu'on tient pas le match référence de Frenkie? Bon... Tu dis ça forcément de manière sarcastique. Mais oui, Frenkie il a fait son match, voilà, c'est bien pour lui, ça va peut-être lui donner de la confiance. Moi j'ai eu peur quand j'ai vu le terrain, je me suis dit oula, Frenkie va avoir peur de jouer sur ce terrain-là et se tordre la cheville. Ça va, il a fait son petit match, il a fait ses petites remontées de balles et tout, il reprend un petit peu goût à la vie. J'ai envie de dire, j'espère qu'il fera une deuxième partie de saison comme il faut, de belle manière. Maintenant, ce qu'il a dit la dernière fois dans les médias, le Frenkie, moi je l'ai toujours en travers de la gorge. Déjà que ses perfs actuelles, elles sont pas fameuses. Toutes les histoires autour de lui, de son contrat, tout ça, c'est quelque chose que je suis pas très fan, disons. Et en plus là il parle enfin dans les médias avec son truc et il dit qu'il est déçu, que quand il a signé au Barça, il pensait gagner des trophées. T'as signé dans le Barça, dans le pire Barça, dans la pire période possible, c'est dommage, tu vois. Il remet en cause, je crois qu'il a quand même parlé un petit peu de son niveau, mais il remet en cause le niveau de l'équipe. Bon, frérot, d'abord balayer devant sa porte, et ensuite, on voit pour le reste. Mais voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt, il y a le match mercredi, là, un super Coupe d'Espagne, Bilbao-Barça. Ça va être un sacré match, les amis. Accrochez vos ceintures parce que l'année 2025 démarre sur les chapeaux de roue. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.